Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la nouvelle séance, une nouvelle séance en tout cas de C++, la séance 24, où nous allons parler des listes, donc un autre type de conteneur en C++, encore différent de la pile que nous avons vue précédemment, mais qui rejoint pas mal en tout cas d'éléments, on va dire, similaires par rapport à d'autres conteneurs qu'on a vus encore avant dans le cours. La liste va suivre un système très simple, donc c'est pareil, une structure donnée qu'on connaît très bien, qui est la liste doublement chaînée. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous allez en fait avoir un ensemble d'éléments qui vont pouvoir être rangés ensemble, qui vont pouvoir donc être sur une chaîne. Imaginez une chaîne à un maillon avec différents maillons, et chaque maillon représente l'élément. On dit doublement chaîné parce que vous allez pouvoir accéder aux éléments depuis le début ou accéder aux éléments depuis la fin. Et toutes les opérations qu'on va faire sur cette liste, que ce soit de l'insertion, de la suppression d'éléments, pourra être fait justement depuis le début de la liste, depuis la fin, voire même ailleurs, mais il faudra que nous ayons vu justement les itérateurs à nouveau. Vous voyez que ça revient très souvent dans la discussion finalement quand on aborde les conteneurs, pour pouvoir être capable de faire des manipulations ailleurs que dans ces parties-là. Vous allez voir, c'est très simple. On aura également quelques méthodes qu'on va aborder ensemble, et après je pourrai vous laisser et on aura terminé avec cette séance-là. On va inclure cette fois-ci notre en-tête, qui est ici non pas stack mais list, et on va pouvoir commencer à utiliser nos listes très simplement. Je vais déclarer StudyList, même chose à nouveau, même si on n'a pas encore vu les modèles, les templates, tout ça, on va bien sûr pouvoir utiliser la même chose, c'est-à-dire choisir le type des éléments, des données qu'on va mettre dans cette liste, et ensuite on pourra travailler avec ça directement. Pour changer un peu, on va mettre des chaînes de caractères dans cette liste, et on va appeler ça li. On peut éventuellement mettre des valeurs ici. Voilà, on peut l'initialiser déjà avec des valeurs. Donc on pourra comme ça travailler. Hop. Voilà, c'est vraiment au pif. Hein. J'ai vraiment pris les mots qui me passaient dans la tête. Les premiers. Ok. Donc là, notre liste est déclarée, initialisée avec deux valeurs, deux éléments. Et on va pouvoir maintenant travailler avec ça. Concernant l'accès, comme d'habitude, on va commencer par le début. Comment accéder finalement à des éléments de cette liste? Nous avons quelques méthodes, comme d'habitude. Je vais vous écrire ça en commentaire. Voilà. À savoir, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une liste doublement chaînée, on va donc avoir accès au premier élément. Donc c'est pas first, hein, comme je l'avais écrit sur la vidéo, sur les chaînes je crois, mais front. Donc vous voyez qu'on retrouve exactement les mêmes méthodes que d'autres conteneurs qu'on a vus avant. Donc très pratique. Et bien sûr, comme c'est doublement enchaîné, on a également accès depuis la fin. Donc nous avons le dernier élément de notre liste. On va compiler tout ça. Et nous avons l'arbre, le bateau, donc vous voyez chaque élément est accessible directement. Donc pas de problème vraiment à ce niveau-là. Pour l'accès, ça se fait très facilement. À nouveau, comme quasiment tous les conteneurs, nous avons aussi la possibilité d'avoir la taille, donc le nombre d'éléments de ceci. Donc là, vous voyez, bon, je fais un peu répéter la même chose finalement, puisqu'on retrouve les mêmes éléments. Et c'est important que vous sachiez aussi, même si dans les vidéos, je vous montre jamais toutes les méthodes. Voilà, jamais ça n'a pas d'intérêt. Au moins vous avez ça. Et ensuite à nouveau, on peut vérifier si la liste est vide ou pas. Donc là elle ne le sera pas, ça va de soi. Et on va pouvoir par contre récupérer le nombre d'éléments de la liste. Donc c'est bien deux. Très pratique. Front, back, nous avons à nouveau size empty. Pour tout ce qui est vérification, donc les informations de la liste, hein, le nombre d'éléments qu'elle a, est-ce qu'elle est vide ou pas. Ça c'est pour accéder au premier, au dernier élément. Et bien sûr on va retrouver maintenant pas mal de choses pour de l'insertion et de la suppression. Alors pour les gens, je fais une petite parenthèse à ce stade, ce qui est important, pour ceux qui se poseraient la question, parce que c'est une discussion qu'on a eu énormément, notamment en Java, hein, je sais que je me suis beaucoup répété là-dessus, sur quel conteneur utiliser, quelle structure de données, quel type de collection utiliser selon voilà, tel type de besoin, etc. Comme d'habitude, s'il existe plusieurs types différents, c'est qu'il n'y en a pas de parfait, il n'y en a pas un qui convient en fait à toutes les situations, et il faudra utiliser le bon, apprendre à s'en servir, et à comparer, et de voir un petit peu ce qui va bien.
Généralement, même s'il peut y avoir des petites exceptions à ces règles-là, tout ce qui est en accès direct est très intéressant pour de la lecture conséquente. Par exemple, si vous avez besoin de lire des éléments très souvent, très rapidement surtout, et bien par exemple le tableau est bien pratique. Parce que rappelez-vous, le tableau, on peut accéder aux éléments via leur indice, donc on peut accéder à n'importe quel élément, et l'élément très facilement, très rapidement, c'est un accès direct, on ne perd pas de temps. Ici nous sommes sur de la liste chaînée, même doublement chaînée, donc automatiquement si on veut accéder à un élément particulier, il faudra, vous voyez, que tous les éléments soient parcourus jusqu'à trouver l'élément que l'on veut. On n'a pas d'indice, je ne peux pas dire affiche-moi par exemple lit de 0, je ne peux pas faire ça. C'est pas possible de faire ceci. Donc je n'ai pas d'accès direct et forcément ça va être beaucoup plus lent. En revanche, là où le tableau on ne peut pas faire d'insertion, de suppression n'importe où, on peut juste faire ça à la fin, on l'a vu précédemment. Ici on peut ajouter, on va pouvoir ajouter, supprimer des éléments au début, à la fin de la liste, puisque c'est doublement enchaîné, et on verra même un peu plus tard dans le cours qu'on pourra même le faire un petit peu n'importe où en réalité dans la liste. On pourra faire des insertions un peu n'importe où. Donc c'est là tout l'intérêt. Si vous avez beaucoup en fait d'ajouts de suppression à faire, la liste est peut-être préférable. Si vous avez besoin en revanche de faire beaucoup de lectures, il faut que ce soit direct et rapide, utilisez plutôt un tableau. Et vous avez comme ça voilà plusieurs possibilités. Et à vous de l'étudier, à vous de travailler avec en fait. Encore une fois, c'est vous seul qui saurez à la fin qu'est-ce qui est adéquat par rapport au contexte et par rapport au code que vous avez, aux besoins que vous avez. Et ça ira très bien comme ça. Allons-y pour tout ce qui est ajout-suppression. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir ajouter des éléments un peu partout. Je vais laisser... Non, on verra pour le parcours. Alors non, avant de passer, oui. Le parcours justement de la liste, tant qu'on y est, parce que rien de nouveau. Vous allez voir... Alors, je ne vais pas faire de modification, donc je peux mettre ça constant. Voilà. Si vous ne comprenez pas ce code, il faut absolument revoir les séances précédentes, parce qu'on l'a déjà, au moins, je vous l'ai montré, au moins je vous l'ai écrit ce code au moins 4, 5, 6, 7 fois depuis le début du cours. Donc évidemment, n'attaquez pas un cours en plein milieu des vidéos, comme des fois je le vois, des gens qui débarquent séance 22 et qui me disent « mais je comprends pas pourquoi tu mets pas using namespace std ». Peut-être parce que je l'ai expliqué avant, donc faites attention. Voilà, vous voyez, on parcourt les éléments, c'est un élément itérable, un conteneur itérable, la liste, contrairement à la pile. Donc vous pouvez faire ce que nous faisions précédemment, ça marche très bien. Ok, on garde ça, parce que je voulais justement avoir ça pour après. Maintenant, on va ajouter quelques éléments. Donc là, vous avez le choix. Je peux ajouter à la fin, on connaît, c'est comme le tableau. Allez, on va ajouter un castor avec un bateau et un arbre. Vous me direz le bateau, pourquoi pas, s'il y avait les arbres pour faire des barrages dans les rivières, ça marche bien. Et je vais ajouter au début un barrage. Voilà. On reste dans le thème comme ça. On va recompiler, que vous voyez un petit peu comment ça s'est ajouté et que ça correspond bien. Alors oui, bien sûr. Hop. Sinon c'est embêtant. Voilà. Donc castor a bien été ajouté à la fin de la liste. Le barrage a été ajouté au début de la liste, comme prévu par les différentes méthodes que j'ai utilisées ici. Donc à nouveau, push front, push back, vous avez les deux, et vous allez comme ça pouvoir ajouter les éléments un petit peu où vous voulez. On verra plus tard une méthode insert, mais nous n'avons pas encore vu les itérateurs, donc je préfère vous la garder pour plus tard, plutôt que d'aborder ça et qu'on empiète en fait sur d'autres notions dans cette vidéo. Mais sachez qu'on pourra utiliser ça pour ajouter des éléments suivant une position précise d'un itérateur, et donc avoir quelque chose de beaucoup plus flexible. Donc ça on verra plus tard. Je vous le laisse noter, mais on la verra plus tard. C'est histoire de dire comme ça, on l'a vu, je vous en ai parlé, et on sait qu'on reviendra dessus plus tard. L'inverse, pour la suppression d'éléments, la même chose. Donc là je vais juste, on va laisser, on va mettre les deux. Non, on va faire comme ça. Voilà. Et finalement, j'enlève l'élément du début, donc ça devrait enlever arbre, d'accord, si on est logique. Et j'enlève le dernier élément, donc c'était barrage. Donc au barrage, on ne le verra jamais s'afficher, on l'aura ajouté et supprimé à la suite. Il n'aura jamais eu le temps d'exister durant l'exécution de ce code. Et on se retrouve bien avec bateau et castor. Vous voyez que ça fonctionne très très bien aussi. On pratique, hein, pratique à ce niveau-là. Pop front, pop back. Et le classique clear, je vous passe le détail du code. Ça supprime tous les éléments, on l'a déjà vu.
On a déjà vu cette méthode précédemment. Vous connaissez maintenant, il n'y a pas de problème. Bon, on a pas mal avancé. On est bien. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore sur les listes? Je pense qu'on a quelques méthodes. On va faire un peu de tri. Il y a quelques petites méthodes de tri. Évidemment, il faudra qu'on revienne aussi sur ça, parce que faire du tri en programmation, c'est pas si simple. Parce qu'autant trier des nombres, c'est assez facile, surtout des entiers. Mais quand il faut trier des personnes, trier, je sais pas moi, des comptes en banque, etc., c'est tout de suite plus compliqué. Mais vous avez bien sûr deux méthodes bien pratiques, sort and reverse, qui permettent de trier de manière ascendante, trier de manière décroissante, donc descendante, et vous pouvez faire ça aussi. Donc là, ça ferait un tri lexicographique, c'est-à-dire selon en fait la table des caractères qu'on a en informatique. Si vous ne savez vraiment pas ce que c'est, on va pouvoir retrouver toutes ces notions sur la playlist architecture de la chaîne, bien sûr. Et ici, on aura donc un tri fait par ordre alphabétique par rapport à ces termes. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est de mettre des éléments vraiment complètement non triés. Donc arbre plutôt là. Castor lui sera bien. Barbecue. Allez. Saucisse. Ok. On est bon. Parfait. Affichage avant. La technique incroyable pour faire des séparateurs, c'est merveilleux. Un petit affichage après et entre les deux. Lit. On va faire ça déjà. Un petit tri ascendant sur les différents éléments de notre liste. Donc là, c'est sûr que le tri est assez simple, puisqu'on peut facilement faire un tri comme ça. Si maintenant, on fait une liste d'une classe qu'on a créée, une structure qu'on a créée, vous comprenez bien que ce ne sera pas si simple. Il faudra pareil surcharger des opérateurs pour que la comparaison puisse être faite. Donc c'est des choses à ce stade que vous ne savez pas faire, mais qu'on verra de toute façon au sein du cours C++ et que vous saurez faire donc à la fin du cours. Et il n'y aura pas de problème là-dessus. Voilà, comme ça c'est trié. On a tous nos éléments qui sont là. On peut faire un petit reverse pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, comme ça, vous avez exactement toutes les valeurs rangées par ordre alphabétique, mais de manière décroissante. Et on va s'arrêter là. A priori, je pense pas qu'on abordera d'autres choses, surtout qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer sur la liste. Je vous avais dit que les vidéos là qui vont suivre sont pas très longues, on fait vite le tour sur les différentes méthodes, parce que maintenant c'est des choses que vous connaissez pour la plupart, mais c'est bien que vous connaissiez ces types de conteneurs pour pouvoir les utiliser quand en tout cas ça a de l'intérêt. Donc maintenant ça commence à faire pas mal. Pour terminer, on a le tableau. Donc vous avez tableau taille fixe ou taille dynamique, selon ce que vous avez besoin effectivement. On a la chaîne de caractères, mais ça c'est quand même, ça devient très vite essentiel en programmation. Donc on va dire qu'on le met un peu à part. Et nous avons la pile, la liste, et on verra si on aborde d'autres types de conteneurs ensemble. Je pense que oui, parce qu'on en a quand même quelques-uns qui sont intéressants. On a la map et set notamment, qui sont, je pense, vraiment des essentiels à connaître, au moins savoir que ça existe. Après, il y en a d'autres, des types particuliers, comme là, la liste. Vous avez également une liste en fait avec un parcours qui est non bidirectionnel. On ne va pas l'aborder nous dans le cours, mais sachez que vous pourrez trouver plein d'autres conteneurs également en C++, qu'on ne les verra pas forcément tous dans le cours, mais en tout cas suffisamment pour que vous soyez bien à l'aise avec. Et le jour où vous voulez en découvrir d'autres, allez voir sur la documentation de C++, allez voir d'autres tutos, peu importe, et vous saurez comme ça les utiliser facilement, et ça ne vous posera pas ou plus de problèmes en tout cas, avec tout ce qu'on aura vu ici ensemble. A bientôt pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et on se retrouve pour d'autres notions importantes en C++. Ciao.